Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire, SecDojo by, Exatrust. Merci à Younes, d'être présent parmi nous aujourd'hui, qui est le cofondateur et le CEO, SecDojo. Aujourd'hui, ça va être une thématique, très simple, un enjeu, bien particulier, la préparation opérationnelle de vos équipes face aux cybermenaces. Donc, Younes, je te laisse la parole, je te laisse peut-être partager ta présentation. Vous m'entendez bien? Oui, moi je t'entends, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur lequel on va parler d'une approche, de ce qu'on appelle une approche de cyber-résilience axée sur la compétence et sur l'humain. En fait, quand on voit cette slide, on a 2 visions, de présenter la cyber-résilience ou gestion de risque cyber, à l'échelle corporate. D'une part, on a un peu tout ce qu'on appelle le framework MITRE, où derrière on a une approche de, ce qu'on appelle l'assume the breach, notamment avec un esprit de toujours, raisonner sur de la sécurité sur plusieurs couches, la couche d'identification des vulnérabilités, la couche de mise en place des mesures d'identification des vulnérabilités et des risques évidemment. Tout ce qui est déploiement des mesures de protection, que ce soit des mesures techniques, organisationnelles ou autres. Heu Mettre dans l'esprit toujours que aucune protection n'est infaillible, et que toujours on doit aussi assumer qu'on peut avoir des menaces qui réussissent à passer les frontières et du coup entrer au niveau de nos systèmes d'information et donc avoir des approches de détection, de réponse à des menaces et voire même aller plus loin jusqu'à supposer qu'on peut échouer, heu, à détecter et à répondre, dans les temps à une menace et du coup Heu et du coup, toujours penser à une capacité de reprise d'activité, de récupération des systèmes d'information post, attaque et post, occurrence de la menace. Et en fait, pour que vous pour que ça puisse être un petit peu aussi visuel, c'est un c'est exactement comme un match de boxe. C'est en fait l'esprit d'un match de boxe, c'est pas de ne pas prendre des coups, c'est toujours, dans un match de boxe, on prendra toujours des coups, mais gagner un match de boxe, c'est toujours pouvoir encaisser un maximum de coups jusqu'à pouvoir mettre plus de coups que ce qu'on prend ou jusqu'à pouvoir mettre le coup qui finit le match avec un KO et voilà. Donc c'est vraiment l'esprit aussi dans lequel on voit comment on voit la cyber-résilience, au sein des équipes Sec de jeu. Et par rapport à cette approche de cyber-résilience, que ça soit sur l'aspect, identification des vulnérabilités, que ce soit la partie mise en place des projets de protection, de détection et cetera, toujours, c'est un paradigme à 3 piliers. Donc, technologie, si on prend la sécurité des développements, on va parler de mise en place des outils d'analyse de code, des outils de scan de vulnérabilité, ou autres. Si on parle de tout ce qui est, SOC, on va parler de d'EDR, d'XDR, de SIEM, de SOAR et cetera. On va avoir des process, donc des playbooks de réponse à incidents, des process, de gestion de vulnérabilité. Quels sont les délais pour qu'on sur lesquels on devrait engager les équipes pour la correction des vulnérabilités. Tout ça, c'est évidemment important, sachant que, bah, je pense, n'hésitez pas aussi à préciser, si vous avez des questions ou des remarques aussi au fur et à mesure. Je prendrai certaines pauses, pendant la présentation pour prendre les questions et les remarques. Mais globalement, aujourd'hui, on reste beaucoup dans un focus très orienté technologie. Chaque fois qu'on a une problématique de sécurité, chaque fois qu'on veut démarrer un chantier, on va toujours penser, après la caricature, vous la connaissez bien, celui en haut à droite, du Gartner. Donc les outils, c'est nécessaire, mais ce qui fait vraiment une organisation cyber résiliente, c'est la capacité d'avoir une bonne stratégie et encore une fois, c'est pas la bonne, exécutée par des équipes compétentes en utilisant des bons outils et c'est là vous pouvez voir directement que si on enlève la dimension équipe compétente, toute l'équation elle est fausse. Je prendrai encore, quelques exemples. Le DevSecOps. Le DevSecOps, peut-être c'est un des sujets d'actualité. Dans un process DevSecOps, on va avoir des outils d'analyse de code, des outils de scan de vulnérabilité intégrés dans les usines de développement, et cetera. On on travaille, avec un petit peu de temps, généralement, on arrive à travailler des process et à mettre en place des process pour prioriser la correction des vulnérabilités. Mais
Généralement, ce genre de projet échoue quasiment tout le temps à cause du fait qu'on arrive à la fin vers un développeur qui doit corriger une vulnérabilité qu'il ne comprend pas et sur laquelle il a pas les compétences nécessaires pour pouvoir la comprendre, la corriger, vérifier lui-même s'il a bien corrigé, et cetera. Et du coup, c'est ça vraiment l'esprit de Secdojo, c'est vraiment comment emmener ou compléter cette équation de cyber-résilience en aidant les organisations à faire des équipes, des compé et des humains un vrai atout, un véritable accélérateur de cyber-résilience. Et quand on parle de transformer l'humain en accélérateur de cyber-résilience, après on a généralement 4 grandes catégories des humains et des équipes au sein d'une organisation. Si on commence par la droite, le sujet plus ou moins qui est peut-être le plus, aujourd'hui le plus traité, même si on peut toujours parler de certaines choses qui restent à améliorer, mais tout ce qui est sensibilisation des utilisateurs du système d'information, et des utilisatrices bien sûr, et pour leur permettre de maîtriser certains aspects liés aux préventions contre le phishing, prévention contre les fraudes, les deepfakes, la sécurité des terminaux qu'ils utilisent et ainsi de suite. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est souvent dans toutes les grandes organisations au à minima, on va trouver des programmes pour ce volet-là. Par contre, généralement, on trouve très peu, voire pas du tout, de couverture des aspects ou des populations un peu plus spécifiques. Donc ça veut dire que, d'abord, les ingénieurs cyber ou les profils cybersécurité, aujourd'hui, des profils qui ont des responsabilités en termes d'identification des vulnérabilités, de gestion d'incidents, d'analyse de risques, et cetera. Et ces populations, aujourd'hui, dans les organisations, on ne va pas trouver un KPI, quelque chose qui permet de mesurer est-ce que aujourd'hui mes pentesters, mes SOC analystes, mes analystes GRC, est-ce qu'ils ont les capacités nécessaires pour faire leur métier, pour gérer un incident malware ou un incident le jour où il va se passer, pour détecter une injection SQL blind, dans mes applications, et cetera. Donc aujourd'hui, c'est ça le paradigme aujourd'hui qui va plus ou moins manquer sur le marché. C'est aujourd'hui, est-ce qu'un CISO va disposer de ce genre de KPI, individuellement par SOC analyst ou par pentester ou collectivement en disant: «OK, on va avoir une équipe, et on va voir si cette équipe, elle est capable de gérer un incident sur la base d'une simulation, sur la base de certaines choses qu'on va avoir plus tard». Et après, il y a tout ce qui est ingénieur IT et OT. Aujourd'hui, c'est des équipes, ce qu'on appelle, on peut les appeler des artisans de nos systèmes d'information et systèmes informatiques. Et aujourd'hui, c'est des gens, moi-même venant d'un parcours de développeur. Souvent, dans nos formations, pour ne pas dire tout le temps, nos formations informatiques, ne fournissent pas des vrais skills, pour le secure coding. Jamais on va former un développeur sur la sécurité des développements et sur comment il faut faire le développement pour que ce soit sécurisé, ou un administrateur système sur les pratiques, qu'il faut faire ou pas faire. Généralement, si on est formé à faire fonctionner certaines choses d'une certaine manière, mais pas jusqu'à la finesse de qu'est-ce qui fait un développement sécurisé, un développement vulnérable. Et c'est pour ça que le sujet de security by design ou by default, il est absolument nécessaire à cette dimension de pouvoir, encore une fois, mesurer est-ce qu'un développeur est capable de faire du secure coding ou pas, et idem, toutes les compétences IT et OT qu'on peut avoir. Et bien sûr, on finit on peut dire même les populations les plus sensibles, des membres de CODIR, de COMEX, est-ce qu'ils ont les capacités, nécessaires pour la gestion de crise, pour la gestion de risques, pour la maîtrise des réglementations? Parce que généralement, plein de sujets finissent toujours avec un oui ou un non au niveau de ces personnes. Plus ils ont les maîtrises, et le vécu, nécessaire, plus on les aide à prendre des décisions en étant suffisamment éclairés. Heu et dans notre métier, et c'est là où il y a une grosse similarité avec les métiers d'aviation, heu, on est dans un métier où pour apprendre, il faut faire, et pour faire, il faut apprendre d'abord. Et c'est ça ce qui fait généralement que dans une entreprise, ou une administration, on ne peut pas facilement se permettre, de donner des nouvelles recrues des accès à des systèmes d'information, aux systèmes informatiques, aux systèmes industriels,
et leur laisser la liberté de tester, de voir, même sur des systèmes de recettes ou de pré-prod, on ne peut pas tout tester, encore moins sur des systèmes industriels parce qu'on ne peut pas tester, si on va pouvoir répondre à une attaque malware avec un vrai malware, on ne peut pas s'amuser à faire ça sur un vrai système IT ou un vrai système OT. C'est vraiment ça aussi l'esprit de notre proposition de valeur, c'est comment, avoir la capacité de mesurer les capacités cyber des équipes IT, OT, sécurité et cetera, sur des environnements assez proches, voire similaires à ce qu'ils ont comme système informatique, comme système OT et cetera. Et du coup, c'est tout l'esprit de SecDojo, c'est comment s'inspirer de cette logique de simulateur de vol que qu'on que vont avoir les écoles qui forment les aviateurs, que vont avoir aussi les compagnies aériennes pour assurer l'entraînement continu, l'évaluation, des pilotes et cetera. Donc ramener ça dans le métier de la cyber avec des simulations d'infrastructures IT, OT, voire même pousser jusqu'à des systèmes d'armes et avoir aussi des émulations de menaces pour des scènes mises en situation offensive, défensive, et cetera. Tout ça pour avoir quelque part où on peut mesurer si des personnes ou des équipes sont prêtes pour opérer dans le vrai monde, en termes de sécurité bien sûr, ou s'il y a des lacunes et dans ce cas, fournir, l'expérience nécessaire, le vécu nécessaire pour s'entraîner et pour faire les erreurs qu'il faut jusqu'à devenir la fameuse expression que j'ai pas encore su traduire en français, en bon français surtout, cyber readiness. Hem, pour parler de cette cyber readiness, évidemment, c'est un peu ça revient à dire que, OK, je suis un SOC analyst ou je suis un red teamer et sur l'échelle de red teaming, je suis à 95 de compétences ou de capacités. Pour définir ça, il faut toujours revenir à un référentiel de mesure et ce référentiel de mesure, il existe aujourd'hui. Certes, pas encore assez connu dans le marché, pas encore assez industrialisé, outillé, c'est notre mission évidemment, mais c'est des choses qui existent. Il y a notamment le NICE Framework qui est un sous-framework du NIST. Il y a la déclinaison européenne qui est le European Cyber Security Skills Framework. Il y a même une déclinaison de l'ANSSI qui est etc. Et en fait, aujourd'hui, ce genre de framework vont nous définir un certain nombre de rôles cyber, qui sont des rôles qu'on peut renommer, qu'on peut personnaliser. Évidemment, c'est pas ça. Ça reste un framework, un cadre de travail. Et ces frameworks vont nous décliner chaque métier en critères de knowledge, de connaissances, des critères de compétences et des tâches types qu'il faut être en capacité de réaliser pour être cyber ready ou job ready par rapport à un rôle spécifique. Et finalement, ça commencera à faire, je pense, pour vous aussi, tout le sens. Finalement, si on veut évaluer des capacités d'un développeur ou d'une équipe de développement sur la partie secure coding, il suffit qu'on leur donne des mises en situation avec toutes les tâches qu'on a définies et que finalement, sur la base de leur vraie réalisation à la fin, on leur donne une demi-journée, une journée, peu importe. Et après, on aurait mesuré quel est le pourcentage de cyber readiness de cette personne ou de cette équipe. Et en plus, quels sont les 33 par exemple, en l'occurrence ici sur cet exemple, quels sont les 33 qui manquent en termes de tâches, de capacité de réaliser des tâches. Et par la suite, on fournit des parcours d'apprentissage et d'entraînement pour acquérir les knowledge, le skills, donc là, pour faire le chemin inverse, jusqu'à devenir prêt à faire les tâches qui nous manquaient et ensuite passer à des rôles suivants, etc. Donc après évidemment, en fait, c'est juste des aperçus. On en a des rôles, centrés sur l'IT, des rôles centrés sur la cyber, la recherche de vulnérabilité, des rôles centrés sur le management, sur la gestion de crise, sur l'élaboration de stratégies cyber et cetera. Donc et globalement, finalement, ce framework, c'est ce qui va nous permettre d'avoir une approche où on sait mesurer, où on sait déjà définir quelles sont nos attentes, donc notamment, on finira avec des KPI sur les dashboards des ciseaux qui permettent de mesurer par équipe de la même manière qu'on mesure l'état de couverture EDR sur les postes de travail, les couvertures des EDR sur les serveurs, sur les terminaux mobiles. Bah, on va mesurer la cyber readiness des développeurs, des admin systèmes, de l'équipe CERT, de l'équipe CSERT, de l'équipe SOC, et j'en passe.
Et l'idée, voilà, donc de manière générale, c'est une proposition de valeur de validation et certification des compétences et des capacités, utilisée derrière pour que ça soit pour du matchmaking, du recrutement, pour évaluer des candidats, comme ça peut être utilisé pour évaluer des collaborateurs dans nos équipes existantes et après identifier les gaps et par la suite attribuer, affecter les parcours d'upskilling ou de reskilling pour cocher les cases qui manquent. Hem, Tout ça viendrait s'articuler autour finalement d'une approche de build et d'animation et de pilotage de performance d'une cyberacadémie. Donc peut-être avant d'aller plus en détail sur l'explication de cette vision de cyberacadémie, de cette proposition de valeur un peu plus large, Marie, est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade ou des commentaires Pour l'instant, qu'on je n'ai pourrait pas de peut-être questions sur le chat, mais n'hésitez pas. Ou alors, là, on peut faire une petite minute. S'il y en a qui veulent poser une ouais, question, bien sûr, normalement, ouvrez votre micro. N'hésitez pas. bien sûr, avec plaisir. Allez-y. Mais pour l'instant, donc pas de questions sur le chat. Donc non, tu peux continuer, Younes. Très bien. Donc voilà, pour revenir, donc n'hésitez pas à tout moment, vous pouvez m'arrêter ou vous pouvez mettre les questions dans le chat. Donc globalement, par la suite, on reviendra à, encore une fois à la fameuse, équation people, process, outils et que finalement, c'est ce sujet lui-même, il est traité de la même manière. Donc on a besoin d'un outil qui nous permet de mesurer les capacités des développeurs, en termes de sécu, des SOC analysts, des pentesters et cetera. Et on a besoin d'un process qui articule ça pour dire que, OK, comment les équipes vont travailler ces exercices de validation de compétences, comment on va intégrer ce volet training, upskilling dans leurs activités quotidiennes. Est-ce qu'on va faire des sessions d'une semaine? Est-ce qu'on va faire des sessions de demi-journée par mois, des sessions de 2 heures par semaine? Bref, par la suite, c'est chaque organisation par rapport à sa culture, de travail, par rapport à sa culture d'entreprise ou et même par rapport à chaque équipe, on peut trouver des, heu, des, heu, des modes de déroulement qui sont adaptés. Mais globalement, ça revient finalement à définir un référentiel de compétences par rôle, par spécialisation et ensuite greffer tout ça avec le côté recrutement, le côté évolution professionnelle, déployer des parcours de formation accompagnés de pratiques parce que finalement il ne s'agit pas de validation de connaissances, mais de validation des vraies capacités à réaliser. Donc, on ne peut valider que quelqu'un est capable de gérer un incident qu'en le mettant face à un incident ransomware ou de fuite de données et de voir sa capacité technique et décisionnelle d'agir correctement. Et par la suite, on déploie ces programmes de training, d'upskilling, d'évaluation de compétences. On suit les KPI et tout ça s'articule finalement, pour faire un parallèle qui peut-être parlera à un maximum de professionnels cyber, c'est comme un SOC a besoin d'un outil SOAR SIEM, mais il a besoin d'un process, d'une gouvernance et de tout un dispositif autour. Et c'est vraiment ça l'esprit. L'esprit, c'est comment on peut mettre en place une approche de cyberacadémie outillée et qui permet de prendre des gens d'un point de départ vers un point de cyber readiness par rapport à un rôle qu'on attend d'eux à l'instant T. En résumé, donc, notre proposition de valeur, ça va être aider ces équipes IT et OT pour intégrer la sécurité by design ou by default dans leurs projets de développement et leurs opérations. Booster les capacités cyber des équipes, disons des pompiers, donc des équipes SOC, des équipes CSERT, des équipes de pentest, et cetera. Aussi organiser des logiques de reskilling pour aussi répondre à des besoins de scaling des équipes cyber, évaluer de manière continue les compétences cyber des équipes et gérer de manière plus efficace le recrutement. Vous voulez recruter des analystes SOC, vous perdrez énormément de temps si vous vous basez sur les CV et vous passez des entretiens à 50 candidats, alors que vous pouvez tout simplement mettre 50 candidats dans une mise en situation adé- as- a- bien adaptée à ce que vous souhaitez comme besoin. Et ensuite, sur la base des vraies réalisations opérationnelles, vous savez classer les candidats pour passer des entretiens par ordre de mérite finalement. Et in fine,
toute l'idée, c'est de pouvoir aussi organiser des mises en situation, ce qu'on appelle des live fire exercises, des simulations de crise, des simulations de gestion d'incidents, des exercices attaque-défense entre les équipes, pour aussi créer ce côté et cette synergie, ce côté collaboration entre les équipes pour atteindre des objectifs collectifs, etc. Voilà, et en quelques mots, parmi des exemples de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question peut-être? Ok, pardon. Donc, parmi les cas d'usage aussi qu'on s'est poussé aujourd'hui au sein de SecDojo, on va avoir des mises en situation très réalistes qui représentent disons, les 90% des cas de figure et des infrastructures types qu'on va trouver au niveau des administrations, des entreprises, des différents types de systèmes IT et OT, avec par exemple avec des exercices rétimines poussés autour des différents vecteurs d'attaque. On va avoir aussi des émulations de menaces connues comme les APT-44, les APT-28 et j'en passe, inspirées de vraies attaques qui ont eu lieu, comme les attaques qui ont ciblé l'infrastructure électrique ukrainienne il y a quelques temps, etc. Donc, on va ramener ça dans un environnement de simulation totalement virtualisé, totalement accessible H24, pousser jusqu'à même des simulations avec des systèmes d'armes aussi, et surtout pousser jusqu'à une logique de construction de digital twin. Ça veut dire qu'on saura aussi traiter des demandes pour simuler des architectures types avec des composants, avec des liens entre des systèmes même IT, OT, en intégrant aussi des outils des solutions de sécurité propriétaires, des EDR, des CIEM, etc., et des IDS, etc., pour que ça reflète, pas à 90%, mais à 100%, les systèmes de l'organisation sur lequel elle peut, pour que l'organisation puisse assurer que ce soit c'est l'évaluation de recrutement, c'est training, c'est validation de compétences sur la base de quelque chose de totalement aligné avec ses systèmes et son contexte. Voilà, donc je laisse quand même quelques minutes pour qu'on puisse éventuellement prendre des questions ou des remarques, mais n'hésitez pas et peut-être après, je prendrai une petite minute pour synthétiser. Voilà, n'hésitez pas à ouvrir vos micros pour poser les questions ou à les écrire sur le chat, c'est comme vous préférez, et on les lira et Younes pourra y répondre. J'en profite juste, puisque je ne l'ai pas précisé en début de webinaire, vous pouvez télécharger la présentation que Younes vient de nous faire sur le petit onglet documents que vous avez en bas, un petit 1, donc elle est téléchargeable. Vous trouverez aussi le replay du webinaire, normalement dès demain, sur la page YouTube Exatrust. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des petites questions. Soit c'est très clair, soit c'était pas clair du tout. C'était limpide, Younes. Je rajoute juste une petite précision. Ah, on a peut-être une question, Edouard. Ah, tu vois, il confirme, c'était super, Younes. Merci. Je rajoute juste un petit plus pour rappeler que SecDojo est partenaire des UECC donc, qui auront lieu le 9 septembre à Station F. Donc, Younes va mettre en place 2 exercices de crise. Donc, n'hésitez pas surtout à aller sur le site des UECC et à vous inscrire si vous avez envie de participer aux exercices de crise avec Younes. Les places sont limitées, donc on a besoin de savoir très vite. Voilà, si vous êtes intéressé, je mets le lien des UECC dans le chat pour que vous puissiez y accéder. Merci Marie. Voilà, surtout, n'hésitez pas si vous avez aussi après des questions, si vous avez besoin qu'on puisse approfondir certaines choses. Mais voilà, globalement, c'est vraiment notre proposition de valeur et le sujet globalement qu'on défend, c'est vraiment de traiter ce volet humain et sortir de ce côté un peu jugement, de considérer l'humain comme maillon faible de la cybersécurité ou de la cyberrésilience pour l'outil, pour lui donner ses chances pour devenir le véritable atout pour la cyberrésilience. C'est parce que vos informaticiens, ils ne sont pas formés pour la sécurité dans leur cursus académique. Donc, si vous ne leur donnez pas les moyens, les skills nécessaires, ils resteront toujours votre machine à produire des vulnérabilités.
sauf quand sauf quand si on décide de changer ça. Et c'est valable pour les juniors que vous recrutez, des juniors diplômés en cyber. Ils ont jamais touché un simulateur, ils n'ont jamais touché un SIEM, ils n'ont jamais touché des attaques, des bypass EDR ou autres. La seule manière pour qu'ils puissent toucher ça, c'est qu'ils aient la capacité de s'entraîner, de pratiquer et de vivre ce genre de situation, que ce soit offensive et défensive, sur un équivalent de simulateur de vol. Donc, vous pouvez nous voir comme le simulateur de vol que Airbus, Boeing ou autres développent et mettent à disposition, que ce soit de la partie académique ou des compagnies aériennes, pour assurer l'entraînement, la validation des compétences et l'amélioration continue, évidemment, aussi des compétences. Voilà. Merci pour votre temps. Et si on a encore 2 petites minutes, si vous avez encore des questions ou des remarques, je suis preneur. Eh bien, écoute, pour l'instant, pas de questions, c'est parfait. Ok, Tous, avec à plaisir. très Merci bientôt. pour, à très bientôt. Merci pour votre temps.